année qui commence. Je rappelle que ce salon est en visioconférence et qui a pour thème écrire entre les langues, droits et devoirs des écrivains, de l'écrivain contemporain, et qu'il est soutenu par la SOFIA, l'organisme qui gère les copies privées, ainsi que d'autres organismes qui sont la Maison d'Amérique latine, l'Observatoire européen du plurilinguisme et Lingua Franca, un collectif d'écrivains et de traducteurs qui promeut la littérature transnationale. Je mettrai sur la page de partage les références. La semaine dernière, dans sa présentation, Antoine Spire, que vous avez vu, qui est président du Pen Club, a mis en lumière le livre de la vie que porte toute vraie littérature, est-ce qu'elle se nourrit de la pluralité des langues. Tout un chacun apprendrait donc dans le cadre renouvelé d'une herméneutique existentielle, et si le magique secret du texte en serait révélé. Dans mon allocution, j'ai abordé les défis que pose le langage ultra-dominant aux littératures du monde et à toutes les langues qui les irriguent, le langage machine manipulé par le marché, devenu plus que jamais l'arbitre des élégances et l'unique fabricant de la valeur. D'où, à mes yeux, la démonétisation de son œuvre, l'œuvre de l'écrivain, et de sa parole. Mais cela n'est pas la seule raison, on le verra. Ce soir, nous allons ouvrir le capot et nous intéresser aux langues de l'autre qui sont aussi les nôtres. Car l'écrivain marche sur deux jambes. La première le relie à sa langue maternelle et aux patois et dialectes de son territoire. Et la seconde le relie aux langues du monde. Pour les aborder, toutes ces questions, nous avons convié 4 panélistes que certains d'entre vous connaissent déjà. Henriette Walter, linguiste, Linda Maria Barros, poète et traductrice, Jean Le Boël, écrivain et éditeur, et David Ferré, traducteur et éditeur. Les échanges seront suivis d'une période de questions et d'une brève chronique où Antoine Spire nous fera découvrir ses pépites de lecture. Je rappelle aussi que vous pouvez poser des questions en activant les fonctionnalités au bas de l'image. Alors, ma première question va s'adresser à Henriette Walter, qui je vais demander de planter le décor. On voulait préciser. Henriette, oui, Henriette Walter. Vous voulez expliquer, Fulvio, que également chacun peut, s'il le souhaite, changer l'affichage en haut à droite, c'est-à-dire alterner entre la vision de l'ensemble des personnes présentes ou de l'intervenant. Donc en haut à droite, dans l'affichage. Merci. Merci, Colette, qui, vous avez compris, va s'occuper de la régie. Alors, Henriette Walter, vous êtes la grande dame de la linguistique française. On ne vous présente plus. Vous avez été proche d'André Martinet, professeur émérite aussi de linguistique à l'Université de Rennes 2 et directrice de laboratoire de phonologie de l'École pratique des hautes études à la Sorbonne. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont L'aventure des langues en Occident. Alors, la première question, qu'est-ce qu'une langue? Et plus particulièrement, quelles sont les conditions pour qu'elle devienne, cette langue, une langue de culture? À vous la parole. Il faut qu'elle réactive son micro. Ah oui, vous devez, Henriette, vous devez activer votre micro. J'appuie, c'est bon? Ah bon? oui, voilà, parfait. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. À vous. Oui, c'est fait. Bon. Alors, vous avez compris la question? Alors là, si vous permettez, je vais commencer par la définition technique de ce qu'est une langue. Une langue, c'est tout simplement un instrument de communication oral et doublement articulé. On dit doublement parce qu'il y a la première articulation qui est en mots, un mot où nous disons des monèmes, nous, mais enfin, peu importe qu'on dise mot ou monème, et eux-mêmes, les monèmes étant articulés en unités qui ne sont pas significatives, qui ne signifient rien en son, qui sont ce que l'on appelle des phonèmes. Avec un phonème ne signifie rien, mais il permet de distinguer entre les différentes significations des mots.
Donc, si on part de là, on peut dire qu'on peut appeler une langue n'importe comment, c'est-à-dire parler, idiome, dialecte, patois, créole, langue vernaculaire, langue véhiculaire, langue de l'État, langue de culture. On peut les appeler de toutes ces façons, pourvu qu'elles répondent aux critères que je signalais au début. Ce sont des langues. Car il ne faut pas oublier que très souvent, les gens disent, oui, mais attention, telle langue que l'on parle à la campagne, ce n'est pas une langue. Un patois, ce n'est pas une langue. Eh bien, non, un patois, c'est une langue. Voilà. Donc, pour commencer, on peut dire ça, et on peut faire la distinction entre dialecte et patois, bien sûr. Hein, un patois, c'est une langue parlée dans un territoire un peu réduit. Un dialecte réunit plusieurs patois. Maintenant, il y a des langues qui prennent le dessus quelquefois, très souvent. Donc, on peut en trouver des exemples aussi bien dans la langue, pour la langue française que pour la langue italienne, que pour la langue anglaise, que pour une majorité de langues. Il y a aussi, il faut aussi peut-être faire la place au créole. Les gens ne savent pas très bien, les gens disent le créole c'est un patois. Ah ben, oui, peut-être, c'est un patois, c'est-à-dire que c'est une langue qui, dont les constituants sont pour le lexique une langue européenne en général, par exemple le français, par exemple l'anglais, par exemple l'espagnol, ou par exemple le portugais plutôt, et dont la grammaire est une langue africaine. Donc, on a cette espèce de mélange dans le créole. Et on parle quelquefois de lingua franca. Oui. Lingua franca. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une langue franca? Une lingua franca, c'est une langue qui, à l'origine, a servi entre personnes qui parlaient des langues différentes. Soit une langue européenne, soit l'arabe. Et une lingua franca est une langue qui permet, c'est une langue véhiculaire, nous dirons, mais qui permet cette communication entre gens qui sont en général bilingues, n'est-ce pas? On peut dire que c'est une langue de communication qui facilite la communication et qui est souvent un peu réduite. Alors, une des langues les plus connues, c'est le sabir. Alors, le sabir, tout le monde dit oh, oui, le sabir, oh, ben oui, bien sûr, je sais ce que c'est. Le sabir, c'est pas vraiment une langue, ça se parle comme ça ressemble un petit peu à l'arabe, mais ça ressemble un peu à l'espagnol, ça ressemble à beaucoup de choses, bien entendu. Et à l'origine, c'était une lingua franca qui a été utilisée par des gens en Méditerranée, justement, des gens qui parlaient des langues romanes, et également d'autres personnes qui parlaient l'arabe. Et je ne sais pas si ça vous vient à l'esprit, mais vous savez que dans le bourgeois gentilhomme, la langue du turc, ce n'est pas du turc, c'est du sabir. Ah. Et sabir, c'est un mot qui vient du verbe latin sapere, oui. Hein, le verbe connaître, à partir de la forme espagnol saber qui est devenu sabir. Voilà. Et là, alors, il suffit d'aller chez Molière pour retrouver une partie du sabir. Voilà. Eh bien, mais justement, c'est une bonne relation, un bon relais pour parler de la langue d'écriture, la langue de culture, parce que là, le sabir, lingua franca, c'était des langues de commerce, justement, d'échange. Exactement. Alors, comment maintenant, quelles sont les conditions pour que cela devienne une langue de culture? C'est ça qui nous intéresse, nous, écrivains, parce qu'effectivement, on la transforme en la fixant notamment. Rabelais disait effectivement que les paroles étaient des paroles gelées qu'il fallait réchauffer. Et là, c'est tout le rapport entre la langue parlée et la langue écrite. Alors, comment, justement, dans ce contexte du XVIe, XVIIe siècle où les langues vont se fixer par l'écriture, comment ça se passe et quelles sont les conditions pour que
que ces langues vont devenir, que ces langues deviennent des langues de littérature. Alors, si vous permettez, on peut prendre des exemples dans l'histoire de nos langues, Bien du sûr, français ou de l'italien, au Moyen Âge. Parce oui, qu'avec l'histoire, on va comprendre les choses. Au Moyen Âge, la langue française n'était pas grand-chose, si j'ose dire. Elle n'était parlée que par une petite partie de la population. Et la langue qui était importante du point de vue littéraire, c'était le provençal, qu'on appelait également le lémosie, parce que évidemment, c'était pas seulement en Provence, mais aussi dans le Limousin et aussi en fait dans l'ensemble du sud de la France. Eh bien, cette langue a eu une influence considérable sur la langue qui allait devenir le français, mais aussi sur les langues voisines. absolument. On dit que même Dante Eh oui, aurait hésité à employer le provençal pour la Divine Comédie. Mais bon, c'est une idée qu'on peut se faire. Mais évidemment, c'est une langue qui a été extrêmement importante et qui a influencé la langue qui allait devenir le français. Si on passe à l'italien, eh bien, ah, pour l'italien, c'est la même histoire, mais de façon un petit peu différente. Parce que, en fait, on dit que, il est vrai que la langue italienne officielle, disons, c'est du toscan. Or, le toscan, c'est un dialecte du latin. Il ne faut pas dire dialecte de l'italien, hein, c'est un dialecte du latin. C'est la manière dont le latin s'est transformé dans une certaine région de l'Italie. Eh bien, ce toscan a eu une influence considérable grâce à trois auteurs, pas seulement Dante. On dit oui, toujours Dante, mais il n'y a pas tout. Boccace, Hein. Il y a Dante, il y a Pétrarque et il y a Boccace. eh oui, Pétrarque encore pour la poésie et hum, Boccace pour les ben, contes, pour la prose. hum, Et ce que je voulais ajouter, c'est que l'influence du toscan a été importante seulement pour la littérature, seulement pour l'écrit et pas hum. pour l'oral. N'oublions pas que les Italiens se moquent toujours des Toscans quand ils arrivent à Florence et que les gens lui demandent una hola hanuccia, Oui, c'est-à-dire un Coca-Cola pareil, avec, oh là là, je retrouve pareil, pas le mot français, avec la paille, d'accord. Donc avec cette prononciation, avec un he oui, qui est indiqué avec le mot la gorgia toscane, eh bien là, les Italiens s'en moquent complètement. Tous les autres Italiens se moquent. Mais ils ne se moquent pas du tout de la langue écrite. Et c'est la langue écrite qui a eu une importance capitale pour l'italien. Donc c'est par la littérature que le toscan est devenu la langue officielle de l'Italie. Mais en France, c'est pas du tout pour des raisons littéraires. c'est Car une si ça raison avait été pour politique. des raisons littéraires, c'est le provençal qui aurait été la Oui. langue de la France. C'est pour des raisons politiques et c'est Mhm. une toute autre histoire. Bien sûr, bien sûr. Ah ben écoutez, alors on va rester là, je vais m'adresser maintenant à Linda Maria Barros, parce que j'aurai une autre question à vous poser un peu plus tard sur l'attribution, le rapport des écrivains à la langue. Mais d'abord, je vais demander à Linda Maria Barros, qui est poétesse, essayiste, traductrice du franco-roumaine, lauréate de prix Guillaume Apollinaire en 2007 et membre de nombreux jurys. Je vais poser une question à Linda Maria Barros, qui est aussi directrice de la Traductière, une revue franco-anglaise. Alors, il y a une longue tradition et prestigieuse tradition d'écrivains roumains qui choisissent le français pour écrire. Linda Maria, comment vous situez-vous par rapport à cet héritage? Oui, en effet, il y a, comme tu le dis, Fulvio, une longue et prestigieuse tradition d'écrivains roumains qui ont choisi le français comme langue d'écriture. Un choix déterminé, je dirais, dans la plupart des cas, malheureusement, par des événements historiques des plus tragiques. Hein. Il s'agit d'écrivains qui ont quitté la Roumanie
à cause de la montée du fascisme, puis à cause de la terreur du communisme. De ce fait même, cette option doublement, disons, linguistique et créative est indissociable dans leur cas de la notion d'exil. En ce qui me concerne, en revanche, et ce fort heureusement pour moi, n'est-ce pas, il n'est absolument pas question d'exil, il est bien entendu question d'une expatriation, mais qui équivaut à une aventure, hein, à une belle aventure, je dirais, à la fois poétique et humaine. Donc ça, c'est pour, disons, pour la sphère historique, pour le domaine historique. Mais si on quitte à présent le domaine historique, il faut rappeler, je pense, que cette tradition que tu évoques est aussi celle de ce qu'on pourrait appeler d'une quête, voilà, celle d'une quête esthétique. Et je pense notamment à Ilarie Voronca, à Tristan Tzara, à Gerasim Luca, qui ont été, n'est-ce pas, pardon, ça c'est le cas. qui ont bon, ce sont les joies des visioconférences à la maison. Bien sûr, ça part de la fantaisie. Bien. Eux aussi à des débats. Donc voilà, comme je le disais, je pense notamment à Ilarie Voronca, à Tristan Tzara, à Gerasim Luca, pas seulement, il y a Benjamin Fondan, Benjamin Fondoyan, hein, voilà, qui ont toujours été en quête de renouvellement, autant en matière de langage que d'image poétique. Or, je pense que dans cette perspective, n'est-ce pas, tout poète souhaite s'inscrire dans ce type de sillage. Hein. Il ne s'agit plus tellement d'une tradition roumaine, mais d'une tradition littéraire en général. C'est vraiment question, n'est-ce pas, de pouvoir fendre l'horizon, pour ouvrir la perspective. Hein. Donc, voilà, c'est ce que je pourrais dire par cet héritage. Hein. Oui, alors justement, je vais rebondir. C'est donc un désir esthétique qui t'a conduit notamment. Mais je voulais te faire réagir à cet extrait du journal de Kafka qui disait ceci, ça a été beaucoup cité, impossibilité d'écrire en allemand, impossibilité d'écrire autrement. Ces triple impossibilités, on pourrait le décliner en français de la façon suivante: impossibilité d'écrire en français, impossibilité d'écrire autrement. C'est un projet esthétique qui a donné... alors, j'aimerais vous faire réagir à cette citation. Est-ce que ça, on peut... Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vous fait... ça évoque des échos chez vous? Cette triple impossibilité. L'impossibilité, pour moi, n'existe pas. Non, absolument pas. Je ne suis pas pour l'impossibilité. Non, mais en fait, ça crée une tension. Ce qui est intéressant dans la citation de Kafka, c'est que ça crée une tension qui permet justement à l'inexprimé de s'exprimer, puisqu'il avait le choix, lui, alors vous-même, vous aviez le choix entre le tchèque, le yiddish et l'allemand. Vous-même, vous aviez le choix entre le roumain. Et à cet égard, je vous posais la question un peu provocatrice en disant, mais n'avez-vous pas craint de trahir votre langue? Parce que le français, quand même, est une langue très riche, avec tout un patrimoine qui se suffit à lui-même d'une certaine façon. Pourquoi avoir choisi à cet égard? Évidemment, le français, vous le disiez, par l'enjeu esthétique, mais encore, qu'est-ce qui est... Oui, donc pour ce qui est de l'impossibilité, je ne réfléchis pas en termes de possibilité ou d'impossibilité. Tout est une question de défi. Dans notre cas précis, il s'agit de défaire le nœud de la langue. Voilà. Alors, comment faites-vous? Je pense que c'est bien cette expression que j'emploie souvent, que j'ai employée d'ailleurs, et ce n'est certainement pas par hasard, dans l'un de mes premiers poèmes écrits en français. Voilà, je pense que c'est comme ça que je pourrais présenter cette démarche, disons, créatrice.
Tu as parlé de trahison. Je pense qu'il n'y a ni ascension ni trahison dans le bilinguisme. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une volonté d'appréhender le monde de deux points de vue radicalement différents à la fois, d'établir une sorte de dialogue entre les deux arsenaux imaginatifs que suppose le bilinguisme, d'entamer, autrement dit, comme je le disais tout à l'heure, une belle aventure, où le métissage culturel, où le métissage linguistique s'impose comme une nécessité, comme un désir violent de vivre son écriture à travers une langue différente, une langue autre, parce que c'est le terme clé de cette rencontre. Donc, je pense que c'est vraiment, oui, bien sûr, dans cette tension, en tout cas, dans cette rencontre que réside toute la force du bilinguisme, et que prendre le tournant du bilinguisme ne pose pas tellement, on en parle beaucoup, ne pose pas tellement un problème identitaire face à l'autre, mais un problème qui participe de la sphère de l'enrichissement progressif, parfois imperceptible d'ailleurs, mais d'un enrichissement, l'enrichissement de l'univers littéraire, de l'imaginaire. Voilà. Très bien. Merci, Linda Maria. Je vais donner, avant de donner la parole à Jean Le Bouel, j'aimerais vous faire entendre un texte de Guy Mathieu, l'un de nos membres, et qui devait participer à cette rencontre et que va nous lire Colette Klein. Ça s'intitule « Ma langue de l'autre ». Pour moi, qui ne me connais que des ancêtres français depuis plus de 200 ans, la langue française est pourtant la langue de l'autre. Ce n'est pas ma langue, comme j'ai pu le croire enfant. Je pensais alors qu'au milieu du XXe siècle, le provençal, la langue d'oc de chez moi, n'était désormais que la langue des vieux, comme un outil périmé, d'un temps révolu. Je me détrompais pendant mes dernières années de lycée à la sortie de l'adolescence. J'étais désormais adulte et ma langue était la leur, pas celle de l'école. Elle s'imposait naturellement dans mes rapports quotidiens avec mon entourage et avec entêtement dans mes premiers poèmes. Pourtant, je n'avais pas été alphabétisée dans cette langue familière, bien plus familière et plus riche que celle de mes livres de lecture. Mes affects vibraient en langue d'oc, ne pouvaient pas pleinement s'exprimer en français. Mais paradoxalement, je m'avisais également et en même temps que mon français profitait pleinement de ma maîtrise de l'occitan. Et quand j'écris aujourd'hui dans la langue de Voltaire, je sais mes phrases riches de ce supplément d'âme qui me vient de cette langue qu'on traitait avec mépris de patois. Effectivement, à présent, je dispose de 2 langues et j'ai 2 mains. Je me sers des 4, mais ma langue gauche est le français. Je me sers bien aussi de ma main gauche, comme tous les droitiers. Merci Colette, merci pour cette belle lecture. Bon, voilà poser encore un autre jalon qui était déjà évoqué par nous. Est-ce que je peux dire quelque Oui, chose? allez-y, non, mais c'est intéressant parce qu'il ne dit pas la langue de Molière, il dit la langue de Voltaire. Absolument. C'est-à-dire celle du XVIIIe siècle et pas celle du XVIIe. Bon. Et évidemment, donc, c'est la langue qui domine la scène européenne, la langue du XVIIIe, puisque effectivement, elle va être l'objet chez les Allemands d'un modèle. Ça sera dans la cour de Frédéric II, je pense, le modèle pour développer, pour affirmer l'allemand comme langue de littérature. Si ma mémoire est bonne, en tout cas, je parle sous votre contrôle. Mais je vais rebondir à cet égard et je vais tout de suite inviter Jean Le Bouel, qui est un écrivain du Nord, et qui est fils de Picard et de Limousine, que nous connaissons bien, à s'exprimer à cet égard. Je rappelle que Jean est l'auteur d'une quarantaine de livres dans tous les genres. Il est également le directeur des Écrits du Nord et secrétaire général du Pen Club français. Il vient à peine de recevoir le prix Mallarmé, prix que préside Sylvestre Clancier, qui est également le président honoraire de notre association.
Alors, Jean, vous me disiez, j'utilise le vous à dessein, vous avez compris, pour m'inscrire dans la tradition française de la conversation. Vous me disiez que le patois de votre enfance, notamment le picard, vous enseignez l'art de l'écoute. Pourquoi? Eh bien, parce que, bon, bonsoir à chacun et à chacune. De mon point de vue, il est peut-être abusif de parler de langue régionale. Je ne crois pas que ça corresponde à l'expérience de quiconque. Dans une enfance, ces langues étaient parlées dans des milieux particuliers, essentiellement ruraux. Et dans les milieux ruraux, on ne parle ni le picard, ni le corse, ni le breton, ni l'occitan tel qu'on les enseigne dans des universités. Ce sont des langues reconstituées, élaborées, on dirait uniformisées. On parle des patois, et ces patois varient considérablement d'un lieu à l'autre, à quelques kilomètres près. Mais ça ne veut pas dire qu'un picard ne comprend pas un autre picard. Simplement, il sait d'où l'autre vient, à la manière dont il parle, mais il le comprend. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Pour dire l'eau, par exemple, en picard, on dit des lieux, des lieux, des lieux, des lieux, des liaou. Ça fait toute une panoplie, mais ça ne me gêne pas parce que je comprends toujours. Je comprends tous les picards, mais je ne parlais qu'un patois. Et un jour, des gens dans des universités, dans un souci que je crois autant politique et qui peut être légitime de ce point de vue qu'humain, ont décidé de forger des langues qui seraient unifiées et qui relègueraient toutes les expériences humaines dans des lexiques, dans des dictionnaires pour spécialistes. Or, la réalité humaine, c'était pas ça. La réalité humaine, c'était que on écoutait les autres. S'il était je suis du littoral de la Picardie, si mon interlocuteur était boulonnais, pour dire regardez, il disait Argueté. Le Berquois, 40 km plus bas, disait Arbeillé. Tel autre aurait dit Ravisé. Mais c'est tout, c'était une localisation et je les comprenais parfaitement. La même consonne initiale, par exemple le chien, ça pouvait se dire un quien, un tien ou un chien. Bon, bah, c'est tout. Et alors, pour les conjugaisons, l'imparfait du verbe dire, c'est il dit jo. Moi, j'aurais tendance à dire il dit jo, mais je comprends très bien quand on me dit il dit jouer. Et il fallait. Et enfant, un marga que j'ai tué, il doit apprendre donc à répondre à chez Jeanne à l'uperlâche. C'est-à-dire, je répondais aux gens dans la langue dans laquelle c'était adressé à moi, parce qu'eux étaient plus âgés, et donc j'avais un devoir de politesse. Et la politesse, c'était ça, l'écoute, le partage. Alors, ce qui se produit, c'est que dans un souci de sauvegarde, d'affirmation d'identité, on a élaboré des outils communs. Parfois même, on a inventé. Par exemple, un Picard, pour dire nous, il dit on, en général, c'est ce qui est commun. Mais comme dans certaines régions, on disait un peu autrement, et comme il s'agissait, et comme la deuxième personne du pluriel, c'était ou, il faut l'entendre, eh bien, certains ont créé des grammaires dans lesquelles on disait, eh ben, pour faire notre unité de Picard, nous allons dire nos. Mais aucun locuteur vivant, authentique, n'avait jamais dit nous. Donc, on crée des langues qui tuent les gens ou qui tuent leur expérience. Ça, c'est l'expérience académique là, que vous mettez en lumière, mais plus précisément, dans votre travail de poète, comment ces patois, ce patois se traduit-il dans votre poétique, notamment, et donner des exemples? Alors, le texte de Guy Mathieu est très beau. Le texte de Guy Mathieu est très beau, mais je ne peux pas y souscrire complètement. D'autant que nos autres langues sont nombreuses. Le patois de mes grands-parents limousins m'a presque autant marqué que le patois picard, ou les patois. D'ailleurs,
eux aussi varient beaucoup. C'est pourquoi je suis absolument certain, même si je n'ai pas fait toutes les régions de France, que ça change d'un endroit à l'autre. Et je vois par exemple le martyre de nos amis flamands, le flamand est une langue très parcellisée, et qui sont obligés, pour faire leur unité, de se rabattre sur le néerlandais. En gros, c'est ce à quoi on les pousse, alors que les néerlandais, les personnes néerlandaises, étaient celles auxquelles ils se sentaient, pour des raisons culturelles, religieuses, commerciales également, le plus opposés. Donc, ils font leur unité dans la langue de l'autre. Je ne crois pas, donc, que les langues, que ces patois, puissent être de véritables langues de création littéraire. Alors, dans ma pratique, Oui, j'ai pu en jouer. Par exemple, je me souviens d'un petit texte dans lequel je me suis amusé à faire ce qu'on appelait de la dravie, c'est-à-dire on mélange du patois et du français. Yémuché jka, kamuché d'alfeur, pendant que les souris dansent à l'office, sûr qu'il l'aura son avoiné. Bon, c'est très court, je vous l'explique. Muché et camuché sont deux termes picards pour dire caché, c'est un doublon. Donc, yémuché jka, le chat est caché, caché d'alfeur, feur, c'est la paille d'avoine. Du coup, je m'autorise un petit jeu de mots, sûr qu'il aura son avoiné un peu plus loin. Mais pour moi, c'est un jeu. Ça n'est pas, ça, je ne vais pas faire littérature avec ça. Et je pense que la langue de l'écrivain est une langue élue. Et mon propos, ça ne l'est pas de me raconter moi seulement, c'est de parler aux autres et de parler aux autres francophones. Ma langue d'élection, c'est le français. Je peux écrire en picard, mais je parlerai à 3 voisins qui parlent le même picard que moi. Et ça n'est pas le but. Je veux parler à chacun. Et donc, j'ai une richesse intérieure que je nourris de toute mon expérience. Je peux vous dire, je peux vous tenir un discours en patois, mais ça ne va pas vous intéresser. Donc, je parle en français. Bien, merci Jean. On va revenir sur tout ce qui a été dit, mais je vais donner la parole maintenant à David Ferré. David Ferré que nous connaissons, metteur en scène, traducteur d'espagnol. Il y a Henriette qui veut parler. Ah, Henriette, oui. Juste, Allez-y, Henriette. simplement pour réagir à ce que je viens d'entendre, qui est très, très passionnant, j'ai pensé à Antonine Maillet. Antonine Maillet, qui a écrit, qui a fait de la littérature, qui a été extrêmement connue pour les Acadiens, pour la langue des Acadiens. Or, qu'a-t-elle fait? Elle s'est bien rendue compte qu'il y avait plusieurs variétés, et elle a fait un mélange de toutes ces variétés. C'est-à-dire qu'elle a créé autre chose, et que quelqu'un d'une région, de la région où on parle l'acadien dans les provinces maritimes, quelqu'un d'une certaine région peut ne pas se reconnaître dans Antonine Maillet et trouver qu'elle en fait trop, elle a trop mélangé, voyez-vous. Donc, mais quand même, elle a fait œuvre littéraire ce faisant. Donc, absolument. Il peut y avoir une possibilité. En reprenant le vieux français, notamment je pense à ce personnage phare, la Sagouine, et qui a été qui a été très populaire au Canada francophone, en Acadie bien sûr, mais aussi au Québec, bien sûr. Mais ça pose la question de la langue élue. Hein. La langue élue, c'est la langue qu'on choisit. Et c'est tout l'enjeu qui se pose. Alors, la langue peut être imposée parce qu'elle est une langue dominante, comme ça a été le cas notamment avec l'avènement de… Il y a Jean qui veut répondre. Oui, Jean. Je serai très bref et puis la discussion peut s'enchaîner autrement. C'était simplement pour dire à Madame Walter qu'effectivement, il y a des picardisants qui créent une espèce de littérature en picard, une littérature nouvelle qui n'est pas folklorisante, mais elle est, à mon sens, dans le même statut que le Sindarin de Tolkien, c'est-à-dire que c'est une création littéraire. On peut faire de la littérature, de même qu'on peut faire du gromelot, on peut créer des langues imaginaires, c'est exactement du même ressort, c'est tout aussi littéraire, et on peut même imaginer que ces langues élaborées, écrites et lues, seront parlées par des gens qui n'auront pas vécu en amont dans ce bain linguistique. Très bien. Ben, on va en reparler puisque c'est la question que je voulais poser à David Ferré.
en tant que traducteur et éditeur, puisque lui, il a choisi notamment de faire connaître aux francophones, aux Français, une langue, une langue voisine, l'espagnol. Alors, David, qui est éditeur d'Actualité Édition, fondé en 2008, metteur en scène, comment est venue la passion de cette autre langue? Et pourquoi, question subsidiaire, qu'est-ce que vous avez trouvé chez les jeunes dramaturges que vous faites découvrir, des jeunes dramaturges espagnols, qu'est-ce que vous avez trouvé chez eux que vous ne trouviez pas chez les jeunes auteurs français? Merci, merci cher Fulvio pour votre invitation et vos questions. Il y a plusieurs questions dans la question là, Fulvio. Oui, il y en a deux au moins. Au moins deux, donc quatre au minimum pour un traducteur si on double. Alors, pourquoi c'est la passion de l'espagnol, la langue de Cervantes? D'accord. Moi j'ai un peu l'impression d'être hors champ par rapport à tout ce que je viens d'entendre, mais tant mieux, puisque justement je ne vais parler que de théâtre et de traduction théâtrale. Alors, Fulvio m'avait proposé d'évoquer pourquoi effectivement l'espagnol, puisque je ne suis pas du tout espagnol d'origine. Donc je suis navré, je vais devoir raconter 2-3 éléments biographiques pour répondre à cette question. Mais en fait, la réponse est très simple. Oui, c'est que je suis arrivé à Madrid fort jeune, à l'âge de 20 ans, et je me suis présenté au conservatoire, et j'ai dû jouer la première scène de La vie est un songe en espagnol. Alors bien sûr, j'avais quelques rudiments linguistiques, bien entendu, mais pour autant, j'ai découvert à ce moment-là que parler, sur un plateau en tout cas de théâtre, était déjà mettre en crise ce qu'est une langue, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises à peine le sens, et surtout tu ne maîtrises pas ce que moi j'appelle la synesthésie, c'est-à-dire c'est le corps qui se met aussi à parler quand tu parles, quand vous parlez sur un plateau. Et je ne parle pas de l'expression non verbale, je parle de la langue. On peut rester figé. Il se passe quelque chose dans la langue, en tout cas parlée, mais même simplement lue, qui est de l'ordre de la synesthésie, qui est une dimension parfaitement et complètement littéraire au demeurant, qui n'est pas performative forcément, mais ça met en crise les 5 sens. Parler une langue qui n'est pas la sienne, même si on en maîtrise plus ou moins bien le sens, met en crise l'existence même de notre corps au moment où on est en train de parler, sur un plateau de théâtre en tout cas. Et que c'est donc cela qui a fondé mon rapport à la langue espagnole et qui a fait que j'ai eu le loisir d'être admis au conservatoire et donc d'inscrire cette expérience comme une expérience fondatrice dans mon rapport à la langue française pour le coup, non pas à la langue espagnole. C'est-à-dire que tout ceci m'a obligé, sans le savoir vraiment et sans en avoir une pleine conscience, j'étais bien trop jeune, mais à revisiter constamment ma langue, mon expression et par là même le théâtre français plutôt contemporain, plus que classique. Alors pourquoi les Espagnols, pourquoi les auteurs espagnols plutôt que les... Donc parce que j'ai eu par hasard, j'ai atterri à Madrid, j'aurais pu atterrir à Istanbul, mais bon, il s'avère que pour des raisons plus personnelles, j'ai atterri à Madrid, et donc c'est la langue espagnole enfin le castillan plus exactement, soyons précis là-dessus, qui s'est présenté, j'allais dire, à mon expérience de théâtre. Et puis c'est simplement le fait d'avoir été admis au conservatoire, je n'ai pas non plus changé de conservatoire, c'est très pratique comme réponse. Aussi, et là je vais être plus sérieux, parce que de jouer, enfin de devoir comment dire, investir l'écriture de Calderón de la Barca, n'est-ce pas, donc du siècle d'or, sans être un hispaniste aguerri, loin de là, la langue baroque, en tout cas le castillan, dans sa langue baroque, met en jeu déjà ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Vous me direz que Corneille aussi, hein, mais bon, il s'avère que moi je l'ai découvert avec La vie est un songe de Calderón. Et que par conséquent, toute la question de la mimésis est en jeu. C'est-à-dire que la mimésis aristotélicienne n'est plus de reproduire un réel, mais de mettre en jeu une fiction qui de toute façon ne peut être que réelle. Donc c'est dans cette double tension de la langue que j'ai découvert que la traduction pouvait s'inscrire. Et c'est par l'investigation, je dirais, de la mimésis, de ce concept aristotélicien, j'insiste, non pas comme reproduction, mais comme des matériaux enfouis en nous, qui seraient plutôt, pour reprendre ce que Madame Walter disait peut-être initialement, des matériaux, moi j'appelle ça des matériaux, pardon, mais des matériaux non sémantiques, des matériaux bruts, des images et des sonorités, tout simplement. Ce que moi j'appelle la skéné de la traduction, tous ces matériaux, toute cette oralité originelle de la langue avant que nous en fassions nous-mêmes du sens, était pour moi absolument à retrouver pour pouvoir travailler la traduction.
Et donc c'est sur ce qu'est née de la traduction, cette scène enfouie de la langue, en deçà de la langue, que j'ai construit tout mon rapport à la traduction en langue française des écritures hispanophones. Madame Walter, vous voudriez réagir à ce que vient de dire David Ferry sur la traduction, parce que c'est... Elle réactive son micro. Ah. Alors, je crois qu'elle aurait souhaité réagir. Ou quelqu'un d'autre. Je pense à Linda Maria. Je ne vois pas tout le monde, excusez-moi, donc Je voulais intervenir, mais c'était pas là, c'était juste sur ce qui se disait avant. Mais bon, je partage tout à fait ce qui a été dit par Guy Mathieu, encore que je rejoins beaucoup mon ami Jean Le Bohel. Moi, j'ai été imprégné de la musique de patois, effectivement. Et dans notre coin du Limousin, il y avait différents patois à 10-15 km près. Il y avait autre chose que je voudrais dire, mais on le dira plus tard dans la discussion, c'est pas encore la discussion, c'est qu'effectivement, le Limousin, la lingua limousina, fut une lingua franca. Et qu'effectivement, il y a pas mal de Français dont l'oreille interne, l'oreille, a été formée, qu'ils le parlent, qu'ils le comprennent encore, qu'ils soient capables d'en être locuteurs par des patois qui sont des dérivés d'une lingua franca, et qui a donné une grande langue de littérature avec les troubadours, l'âge d'or, etc. Et c'est vrai qu'on a reconstitué plus récemment, ces 30-40 dernières années, une sorte de langue artificielle dite occitane par des universitaires qui sont à Montpellier, à Toulouse, qui se rapproche un peu de ce qui s'écrit officiellement à Barcelone, donc du catalan, et on a fait ces divisions artificielles, alors qu'au départ, c'est le même terreau linguistique. J'arrête là, merci. Alors, Madame Walter, justement, ça pose la question, à travers la traduction, de l'apport des écrivains à la langue. Oui. Donc, en tant qu'historienne de la langue, comment appréciez-vous la contribution des écrivains d'hier et d'aujourd'hui, la contribution à la langue? On dit qu'on écrit, on parle la langue de Shakespeare, la langue de Cervantes, la langue de Dante, mais ils ont formé des expressions qui sont passées dans la langue, dans l'usage. Mais aujourd'hui, quelle serait leur contribution? Comment voyez-vous leur contribution à la langue? Est-ce que Alors, voilà, comme disait quelqu'un tout à l'heure, c'est un enrichissement évidemment. Quand on entre dans la langue de l'autre, on entre dans un nouvel univers avec de nouvelles images que l'on prend et que l'on traduit. Et là intervient peut-être la question du traducteur. On dit traduttore, traditore. C'est vrai que c'est un traître, mais c'est aussi quelquefois le traducteur est un petit peu plus sensible à ce qui est dit que l'écrivain lui-même, c'est-à-dire qu'il va trouver des incohérences, il va trouver des répétitions qu'il va essayer d'éviter. Si vous voulez, le traducteur, c'est un passeur d'un autre monde. Voilà ce que je vois. Merci. Est-ce que Jean, J'étais en train de penser aussi à Umberto Eco, qui oui. dit que la langue de l'Europe, c'est la traduction. Bien sûr. Et d'ailleurs, aussi Glissant évoquait l'importance de la traduction et il enjoignait les écrivains à les prendre à bras le corps, notamment. Et alors, Jean, est-ce que, ou David, vous voulez rebondir à ce que vient de dire Henriette Walter? Ou Linda Maria? Je laisse la parole aux autres, mais sinon je peux dire en une seconde, c'est que en fait, la question de l'autre langue, c'est plutôt la question des autres langues. Nous baignons dans les langues. Et par exemple, je suis de ceux qui, quand je vais le dire un peu abruptement, mais je considère que sans le grec et le latin, je ne comprends pas le français. Et j'ai des amis, j'ai évoqué des amis flamands, mais j'ai aussi des amis allemands. J'ai parlé même
pratiqué même pendant un petit moment un dialecte allemand, le Pfälzisch. J'écoute, je vis avec quelqu'un qui est proche du monde hispanophone, il y a sans arrêt des hispanophones dans la maison. Tout ça, nos lectures, nous qui sommes des écrivains contemporains, ça nous baigne, ça nous nourrit et nous y sommes très perméables. Donc ça met la traduction au centre et c'est pourquoi je pense que la parole doit venir à David ou à Linda. Mais même si nous n'avons pas la traduction, nous sommes déjà dedans. Il n'y a pas qu'une langue, il n'y a pas que la langue de l'enfance. Quand on est écrivain, on est dans les langues en général. Bien. Linda, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Je voudrais réagir par rapport à cette histoire de traduction et de trahison, parce qu'on en parle souvent, ça revient souvent sur le tapis. Mais je pense que les choses se présentent dans ce cas exactement comme quand on parle d'un auteur, hein, parce que forcément, le traducteur est un auteur. Et quand on parle d'une traduction, il n'y a encore une fois ni ascension ni trahison. Je pense que justement, le traducteur est un auteur qui, s'il traduit correctement, bien sûr, on part de ce principe, doit faire, disons, à ce que je pourrais appeler la hache double de la langue. C'est-à-dire? Le tranchant. Voilà. Il doit face à cet aspect double de la langue, à son état binaire, n'est-ce pas? Et je pense que c'est en cela que réside vraiment la création. Par conséquent, je ne le vois pas du tout comme un traître. Je vois tout simplement quelqu'un qui essaye de contribuer à sa manière, encore une fois, à ce processus d'enrichissement. Merci, Linda. Ça renvoie justement à la nature double du langage, hein, signifiant, signifié, et qui articule nos relations avec le signe, bien sûr, avec le sens qui doit être sans cesse en mouvement et reconstruit totalement, pas totalement, mais constamment. Voilà. David, à cet égard, vous êtes en tant que nouveau président du comité de la diversité linguistique. Vous avez des projets à développer. Vous pouvez nous en faire part. Quels sont, vous l'avez évoqué déjà parmi nous, mais pourriez-vous les résumer pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent? Avec un très grand plaisir. Mais permettez-vous, Fulvio, que je réponde dans la continuité à deux éléments dans la continuité de ce que vient de dire Linda. Si vous me permettez, juste sur la question de la traduction. En plus, j'ai très mal organisé ma présentation ce soir parce que j'ai tout préparé en espagnol, donc je suis en train de me retraduire en français pour vous parler. Bien, bel exercice. Mais je me suis trompé. Par rapport au tranchant que je partage tout à fait avec Linda, et pour revenir sur cette question de la trahison, parce que moi je trouve ça toujours un peu... on me pose toujours cette question, et je voudrais revenir plutôt sur la terminologie qu'on utilise beaucoup dans le monde de la traduction, en tout cas historiquement, qui est la langue cible et la langue source, qui sont des terminologies absolument épouvantables, guerrières, la cible, non, c'est la chasse, quoi, non, et la source, non, enfin l'origine, etc. Bon. Et de là est né quand même pendant très longtemps, si ce n'est un demi-siècle, la notion d'objection préjudicielle de M. l'amiral, n'est-ce pas, considérant que toute traduction était une forme de perdition, qu'on perdait quelque chose dans le cheminement de la traduction. Alors, je ne vais pas vous raconter les milliers de pages, les centaines de pages que j'ai écrites là-dessus, contre cela, mais en tout cas, il me semble que la question de positionner le traducteur comme un auteur, non pas pour des raisons de droit d'auteur, bien que cela en fasse partie, mais plutôt comme un corps étranger. Je crois qu'un traducteur, une traductrice, c'est quelqu'un qui d'abord et avant tout doit oublier sa langue. Moi, quand je dois traduire, je traduis qu'en langue française, évidemment, des espagnols, des langues espagnoles différentes. Je ne parle pas de cette diversité, mais cela sera l'objet de ma réponse à ta question, Fulvio. C'est que avant de revenir dans ma langue, il faut que j'oublie ma langue, que mon corps linguistique investisse une langue que je maîtrise relativement parfaitement, mais qui n'est pas la mienne. Et que c'est dans ce voyage, dans cet aller-retour constant de revenir
à soi, c'est-à-dire à sa langue. Mais pour revenir à sa langue, faut-il encore l'avoir oublié pour investir ce corps étranger? C'est un peu le théorème de Pasolini, c'est-à-dire, pardon pour la métaphore, quelque peu érotique, mais je crois que ça participe de cela aussi, qu'un corps étranger vient pénétrer un corps global, organisé en texte, pour le déranger, au sens littéral du terme, et le ramener à soi. Et je crois que cette dimension très esthétique de la traduction est un peu mise de côté en ce moment, en général, dans tout ce que je parcours autour de ce qu'est traduire. Et je souhaitais peut-être en tout cas l'évoquer aujourd'hui comme, non pas une extension du territoire, la traduction, mais comme le cœur même de ce qu'est traduire de mon point de vue et de mon expérience. Voilà. Pour ce qui concerne le comité de la diversité de la traduction et de la diversité linguistique, merci Fulvio pour cette question et ce qui va nous permettre de partager ce programme, je ne sais pas, mais ce chantier que je tente de mettre en œuvre, il est très simple en fin de compte, complexe et long, mais très simple dans son énonciation. Il s'agit de considérer que, bien sûr, il y a les langues qu'on a eu appelées majoritaires et qu'on a eu appelées minoritaires, et cette terminologie, en tout cas cette analyse peut demeurer. Moi, il me semble plus intéressant de travailler sur une cartographie mondiale de langues surgissantes et disparaissantes. Parce qu'effectivement, il y a des langues qui disparaissent, mais il y a aussi des langues qui ressurgissent. Et je crois que la langue est un phénomène de surgissement, et ça a à voir avec les images qu'on évoquait tout à l'heure, ou les sons, et que des langues qui ressurgissent, il faut aussi arriver à les signaler. Tout comme celles qui disparaissent, pour des raisons souvent politiques et économiques. Et donc, le projet sur, je ne sais pas, le temps que ça va prendre, mais ça va prendre du temps, est d'essayer de dresser une cartographie, alors évidemment pas exhaustive, mais de langues surgissantes et disparaissantes selon des territoires géopolitiques, j'entends bien, d'une part, et d'autre part d'identifier, parce que je crois que c'est surtout ça qui est important, des traducteurs et des traductrices qui peuvent être le relais de ces langues surgissantes qui renaissent et de ces langues disparaissantes. Parce qu'on a beau identifier les langues qui disparaissent ou reviennent, si on n'a pas de traducteurs et traductrices capables de mener cette opération, c'est un travail vain, c'est un travail d'archivage. Peux-tu nous donner des exemples de ces langues surgissantes, notamment? Alors, moi, je peux vous Parce donner... que, par exemple, les langues qu'on parle dans les banlieues, la grande banlieue parisienne ou d'ailleurs, les grandes banlieues de villes, peuvent-elles être considérées comme ces langues surgissantes, par exemple? Alors là, vous me posez une colle, cher Fulvio, sans doute, puis ce n'est pas du tout mon territoire. Oui, mais donnez-nous j'imagine. qu'est-ce que vous entendez par langue surgissante? Alors, pour être très concret, par exemple, si on parle du Mexique, on a un ensemble de langues au Mexique qui ne sont pas parlées, enfin qui continuent d'être parlées, mais qui ne sont pas officiellement des langues de l'État, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Espagne. Je rappelle qu'en Espagne, on a quand même, la Constitution considère quatre langues, le castillan, le galicien, le catalan et le scadi, bien qu'il y en ait d'autres. Au Mexique, par exemple, un exemple, le dernier en date sur lequel je suis en train de travailler depuis exactement 3 jours et dont je ferai part au Pen Club la prochaine fois, c'est le zapotèque. Le zapotèque est une langue qui est parlée, je crois, par une trentaine de personnes encore, d'individus dans un petit village au sud de Oaxaca. Les zapotèques sont soi-disant, alors je ne suis pas universitaire ni chercheur par rapport à cela, je travaille avec des gens qui sont sur le territoire, est considéré comme le peuple des nuages qui aurait fondé le Mexique il y a fort longtemps, et ce serait un étrange mélange de langues indigènes et asiatiques. Le zapotèque dispose d'un dictionnaire et donc est une langue qui existe encore et est parlée par une vingtaine d'individus dans un village et était la langue philosophique avant l'arrivée des Espagnols au Mexique. Cette langue aujourd'hui est en train de disparaître, mais aussi en train de ressurgir grâce à un ensemble de projets de théâtre auquel je participe depuis une semaine. Ça fait longtemps que je travaille sur le zapotèque parce que c'est un territoire absolument passionnant. Et donc, cette langue-là, qui est en train de disparaître, va être identifiée comme une langue ressurgissante dès l'instant où on est en train de préparer un spectacle, en tout cas un travail de recherche et un spectacle pour 2025 en zapotèque. Voilà, ça, c'est un exemple pour moi d'une langue disparaissante. Si on parle du Mexique, et si on parle un peu du Pen Club aussi éventuellement, le Chiapas, n'est-ce pas, qui est une région mexicaine, vient de créer, grâce à l'aide du Pen Club international notamment,
un pen Chiapas pour justement, non pas réhabiliter, mais j'allais dire, faire surgir à nouveau le Chiapas dans la cartographie des langues parlées au Mexique. Alors, ce sont deux exemples très précis, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Fulvio, j'aimerais bien dire deux choses. La première, c'est en fait, il y a une grande association que David connaît très bien qui s'appelle l'Atlas. Et moi, j'ai participé à beaucoup de ces débats. Et au fond, un des débats classiques de l'Atlas et des traducteurs littéraires, c'est au fond de savoir si on traduit un texte en fonction des mots qui sont investis dans le texte ou si on traduit autre chose. Et notamment si on traduit la musique du texte. Et là, je crois que c'est une question absolument formidable. C'est qu'à partir du moment où on est d'accord que la musique du texte est au moins aussi importante que l'énoncé rigoureux de toutes les formes utilisées, on se rend compte que le traducteur fait un vrai travail de création, d'écriture, qui est au fond très spécifique, et que finalement, il est presque autant écrivain que celui qui le traduit, puisqu'au fond, en voulant restituer une musique, il invente un continuum linguistique qui n'est pas exactement un continuum linguistique d'origine, mais qui est autre chose, qui est un continuum linguistique qui lui permet de restituer la musique qu'avait su, au fond, créer l'homme qui était à l'origine du texte. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à la disparition et la réapparition des langues. Alors moi, j'ai un exemple, évidemment, c'est le yiddish. Lorsque, il y a très longtemps, juste après la guerre, la thèse qui l'emportait, c'était de dire que le yiddish n'était pas une langue et que c'était un patois. Et y compris beaucoup de juifs ont dit ça, que c'était un patois. Et puis, petit à petit, c'est extraordinaire, depuis 1970-75, grâce à Rachel Hertel, grâce à un certain nombre d'écrivains de grande importance, on est arrivé à autre chose. Et je viens de lire un texte de Peretz que j'ai lu hier soir, qui est un texte extrêmement intéressant. C'est un texte original. C'est Peretz, c'est un grand écrivain, disons, fin 19e, début 20e. Et dans ce texte, c'est des nouvelles de Peretz, justement, on voit quelque chose qui est de l'ordre de la musique, que Rachel Hertel, qui l'a traduite parfois, rend remarquablement. Et petit à petit, c'est elle qui a reconstitué la langue parce qu'elle est passée par le français et que quand elle passe par le français, elle a recréé une espèce de musique. Je ne sais pas si c'était la musique originale du texte de Peretz, mais je pense que ça avait quelque chose à voir avec cette originalité. Or, jusqu'ici, quand on traduisait Peretz, on le traduisait, si vous voulez, mot à mot, de façon très, très simple, semble-t-il. Et là, quand on compare les traductions, on se rend compte qu'il y a quelque chose de neuf qui est arrivé. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, j'aime beaucoup comparer les traductions d'un même texte. Et là, on apprend énormément de choses sur écrire entre les langues, quand on compare les traductions d'un même texte. Parce que les traductions d'une époque et les traductions d'une deuxième époque, par exemple aujourd'hui, le regard que la société française porte sur le yiddish n'a rien à voir avec le regard qu'elle portait dans les années 50. Et en conséquence, les traducteurs du yiddish aujourd'hui sont dans une situation intellectuelle, idéologique extrêmement différente, et les traductions ne sont plus du tout les mêmes. Merci. Alors, que pensez-vous, je me permets de rebondir à ce que disait justement Milan Kundera dans Testament trahi, sur la traduction. Il y a tout un chapitre sur la traduction où il s'érige sur le fait que les traducteurs qui sont les gardiens de la langue d'accueil vont être très stricts, vont vouloir justement simplifier et rendre belle, selon les critères esthétiques de leur langue et de l'époque, un texte qui, en leur enlevant justement le côté l'âpreté de la langue, en la rendant plus lisse. Que pensez-vous de sa critique à l'égard de la traduction comme étant voulant être trop conforme au modèle dominant, esthétique dominant d'une époque?
D'ailleurs, c'est une question que je peux poser à David, à Linda Maria et aussi à Madame Walter, comme en tant que linguiste. C'est une. Vous avez. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux bien répondre par rapport au théâtre, Fulvio, mais peut-être. Jean veut répondre. Mais je voudrais faire, là, ça n'est pas pour le Picard, mais je voudrais faire référence à un travail qui a été conduit, je vois Monsieur Wiesmann, et qui était conduit par Jean Bollack. J'étais un des tout premiers étudiants du séminaire qu'il organisait à l'Université de Lille. Et dans les débuts de ce séminaire, c'est-à-dire avant l'arrivée de gens comme Paul Cauchy et autres, nous accumulions les traductions des textes anciens. Nous les étudions toutes, mais nous n'en retenions aucune. C'est-à-dire que le texte grec, en général, qui nous intéressait, n'existait que dans cette multiplicité des traductions, et nous nous refusions scrupuleusement d'arrêter notre choix sur une seule de ces traductions. Et il y avait une autre idée que Jean Bollack a développée à ce moment-là et qu'il a ensuite peut-être un peu abandonnée, autant que je m'en sois rendu compte, c'est que finalement, si nous traduisons dans la langue cible et si nous n'avons pas le mot à mot en nous, eh bien, nous n'entrons pas dans le raisonnement, ni dans la sensibilité, ni dans la musique de celui que nous traduisons. C'est-à-dire qu'il ne disait pas qu'il ne fallait pas traduire, mais il nous enseignait l'approche de l'étrangeté, l'approche de la différence. Nous n'avons pas à consommer du beefsteak frites à chaque repas. Voilà. Merci, Jean. Est-ce que, bon, je sais que M. Wiesmann qui va faire prononcer la locution de clôture est à l'écoute, il peut réagir s'il le souhaite. Qui veut rebondir à ce que vient de dire Jean Le Bouel? Fulvio, moi je pense que oui, je vais rebondir. Ben, Jean a tout à fait raison. Hein. Quand il parle de beefsteak frites, ben, voilà, c'est une question de norme. Est-ce qu'on veut se conformer à la norme ou pas? Et cela ne concerne pas uniquement la traduction, n'est-ce pas? Cela concerne encore une fois la littérature en général. Est-ce qu'on est dans les ornières des autres ou pas, tout simplement? Est-ce qu'on est là vraiment pour faire joli? Pour que ça soit beau, ou bien on est là vraiment pour traduire le texte d'une manière aussi fidèle que possible, tout en essayant de lui conférer, bien entendu, une dimension musicale et ainsi de suite. Hein. Voilà, donc je pense que en fait, on revient toujours à cette même idée. Et ton point de vue, qu'est-ce qu'il serait? Ce serait de brusquer la langue, de la faire... Quelle est ta perspective? Moi, j'ai beaucoup de chance par rapport à d'autres traducteurs parce que je n'ai pas à la bousculer. Étant roumaine et traduisant vers le français ou bien dans le sens contraire, je n'ai pas à bousculer les deux langues. Et je pense que c'est tout à fait extraordinaire. Voilà. Le fait justement d'être entre deux langues. Je dis entre deux langues, mais entre deux langues qui se ressemblent tellement. C'est vrai que j'ai une grande liberté de mouvement. D'un côté, il y a la richesse du français. De l'autre côté, il y a la dimension malléable du roumain. Et de ce point de vue, même si la musique est bien entendu différente, vous l'entendez bien, parce que bon, il y a l'accent, vous l'entendez quand je parle, la musique est différente, mais les mots, pas tellement. L'ordre des mots non plus. Hein. Ah, la syntaxe. Oui, bon, bien sûr, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un ordre canonique en roumain, mais les différences ne sont pas très grandes. Par conséquent, c'est vrai que je dois peut-être faire face à moins de difficultés que d'autres traducteurs. Par exemple, enfin, je ne sais pas si je pense à quelqu'un qui traduit du chinois. Oui, c'est la famille, c'est les langues romanes. On est dans la même famille des langues romanes. Alors, je m'adresse à Henriette Walter pour peut-être, s'il y a d'autres questions, on va les prendre, mais
disons, déjà conclure ce débat, est-ce que justement, cette familiarité des langues, les langues entre elles, il y a une intercompréhension qui est évoquée justement dans le voisinage des patois et des dialectes qui sont des langues, comme vous l'avez affirmé. Mais cette intercompréhension est-elle aussi transmissible ou déclinable dans d'autres familles de langues? Il y a Oui, Thierry alors- Mény qui voudrait intervenir. Oui, très bien. Je vais prendre la question tout de suite après si Madame Walter veut répondre. La seule chose à laquelle je suis en train de penser pendant que je Oui. vous écoute tous, j'ai l'impression que si on veut connaître le texte de la langue étrangère qui est Ouais. traduit, il faut faire ce que disait tout à l'heure André Spire, c'est-à-dire regarder toutes les traductions. Et regardant toutes les traductions, on a plusieurs aspects de la langue en question qui se maintiennent et qui viennent nourrir notre compréhension. Donc j'ai l'impression que c'est la multiplicité des traductions qui peut aider. Voilà. Merci. Prendre un Merci. exemple, c'est la lecture de Hegel. Moi, j'ai lu Hegel, La critique de la raison dialectique, avec mon fils, et nous avons pris les trois traductions qui existaient, et on partait de l'allemand, bien sûr, parce que l'allemand est indispensable. Donc, on lisait l'allemand, et ensuite, on lisait et on comparait les trois traductions. Eh bien, je vais vous dire, c'est la seule fois où j'ai vraiment compris ce que Voilà. veut dire le texte. Voilà. Merci. Il y avait quelqu'un d'autre? C'était Antoine qui voulait Thierry parler? Mény. Thierry Mény voulait Ah, intervenir. Thierry Mény, à vous la parole. Oui, c'est un peu anecdotique, mais ça va aller dans le sens d'Antoine. Quand je faisais mes études de philosophie, j'avais comme professeur de philosophie allemande Bernard Bourgeois, avec qui nous avions des cours de traduction de Hegel, en particulier, Kant, mais Hegel surtout. Et c'était assez intéressant la méthode qu'il développait. Alors, premièrement, il nous donnait le texte à faire, on le traduisait, et systématiquement, il nous disait « c'est pas bon, il faut coller au texte ». Alors, c'est très amusant de coller au texte parce qu'effectivement, pour revenir dans ce que disait, je crois, quelqu'un tout à l'heure, il faut regarder les mots comme ils sont faits. Bon. Mais vous le savez très bien, la syntaxe allemande est une syntaxe particulière par rapport à la syntaxe du français. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver dans une structure syntaxique qui ne sera pas compatible avec la structure syntaxique du français. Bon, ça, c'était le premier niveau qu'il fallait déjà travailler. Le deuxième niveau, qui était un niveau, je dirais, de philologie, c'est-à-dire qu'il nous disait, bon, voilà, ce mot-là, effectivement, dans la langue veut dire ça. Au XVIIIe siècle, au XIXe, il ne dit pas tout à fait la même chose. Donc, on revenait sur une situation historique où on savait, on supposait le sens de ce mot. Ça, c'était un premier niveau de philologie. Le deuxième niveau de philologie, c'est qu'il y a l'usage que faisaient certainement les Allemands de ces mots à leur époque, mais il y avait l'usage qu'en faisait Hegel aussi. C'est-à-dire qu'il faisait lui-même des distorsions sur le propre concept et sur les mots qu'il utilisait. Alors, tout ça pour... Moi, je ne suis pas un traducteur, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais pour mettre en évidence la difficulté, les niveaux de difficulté qu'il y a pour arriver effectivement à un texte dans une autre langue qui, alors on repart toujours sur cette idée, mais qui soit au plus près de ce qu'a voulu dire Hegel, dans ce cas très précis, ce n'est jamais aussi facile que ça. Et le troisième niveau, qui n'est pas négligeable, et nous l'avons effectivement sur les traductions de l'Odyssée et tout ça, la question de la réception. Il y a certaines traductions de Hegel, de Victor Cousin ou autres du 19e qui, excusez-moi, en français, ne sont plus compréhensibles.
qu'on n'arrive plus à comprendre. Il faut presque une traduction de la traduction. Pour quelle raison? Parce que notre langue a évolué, parce que notre connaissance peut-être de Hegel aussi a évolué dans un cas très précis, dans certains cas. Donc, c'est très, très intéressant de voir ça. Et ça rejoindrait un peu ce qu'on disait au début, et ce que disait en particulier Jean Le Goël sur les variations linguistiques qui existent, mais qui ne peuvent être que contenus dans un espace bien précis. Au-delà de cet espace, on ne se comprendrait plus. Je donne pour exemple ce comédien qui avait refait en français de l'époque de Molière les pièces de théâtre. C'est très amusant, c'est très agréable, c'est quasiment incompréhensible pour un spectateur actuel. Donc, la langue, il faut qu'on se débarrasse de l'illusion qu'elle est fixe, elle est en permanence dans une évolution, dans une transformation, je ne dirais pas évolution, transformation, et c'est un vrai problème. On sait très bien que si on prend 200 Français, que on les met sur une île déserte pendant 30 ans, ils parleront plus tout à fait la même langue au bout de 30 ans. Tout à fait, tout à fait. Merci de ces observations Voilà. qui nous conduisent, Sylvestre aussi. oui, à la langue de l'écrivain, bien sûr. Alors, Sylvestre. Oui, en fait, c'était bon. J'ai adoré cette soirée et merci encore, cher Fulvio, de l'avoir organisée. J'ai aimé beaucoup. J'ai butiné comme une abeille et moi, c'était peut-être un peu des impressions dont je voulais faire part parce que j'ai apprécié énormément de choses, aussi bien de David Ferré, Linda, Jean Le Goël et l'enrichissement introductif merveilleux de notre chère Henriette Walter, dont j'ai lu les livres avec beaucoup de bonheur il y a de cela plusieurs années, évidemment. Et merci encore, Madame Walter, c'était merveilleux. Alors, il y a plusieurs domaines qu'on n'a pas pu aborder, c'est tellement riche. Il y aurait par exemple la question d'une langue qui a été créée de toute pièce, l'espéranto, qui était faite pour justement être une nouvelle lingua franca. Il y a des hommes et des femmes qui ont écrit des œuvres littéraires en espéranto, on n'en a pas parlé. Bon, ça serait ça prendrait du temps. Et on pourra faire revenir des gens qui seraient capables de nous en parler, comme Giorgio Silfert, qui est un ami, enfin des espérantistes remarquables. On sait qu'il y a des centaines de milliers de Chinois qui parlent, et comprennent et lisent l'espéranto. Je referme la parenthèse. Donc c'est une langue qui est beaucoup plus connue dans le monde que ce qu'on peut imaginer encore aujourd'hui. Elle a failli réussir son invasion planétaire, qui aurait été une langue commune, mais maintenant, c'est pas complètement perdu non plus. Alors, ça veut dire que c'est peut-être une langue qui a surgi, qui a reculé et qui pourrait ressurgir. C'est une hypothèse. Alors, par rapport à ce qu'a dit notre ami David Ferré, j'ai été très très sensible à ce qu'il a dit, les soubassements, la synesthésie, les matériaux profonds. Je pense que c'est quelque chose pour les poètes que certains d'entre nous tentent d'être, qui est extrêmement motivant et premier, je dirais. C'est presque le fondement. Wundergrund, enfin, nous avons dans nos inconscients auditifs ces éléments-là. Donc je pense que ça, c'est une autre approche de la traduction. Je dirais qu'on a parlé que la traduction lié à un sens qui serait optimum et de grande qualité, mais je pense qu'il peut y avoir moi j'appellerais ça, l'impression. Nous sommes impressionnés par les langues sans forcément toujours les comprendre. Alors nous sommes plus facilement, nous, latins, français, moi je suis à mi-chemin entre l'occitan et le français, par en oreille interne, parce que j'étais baigné aussi dans des patois limousins, mais je n'ai pas tenté de me les réapproprier pour pouvoir en user en tant que poète. Mais en tous les cas, j'apprécie beaucoup. Mais ça m'a donné une certaine oreille latine qui me permet, moi, d'être impressionné par d'autres langues latines et romanes. Et j'apprécie beaucoup de ce point de vue-là, ce que j'écoute dans des festivals dits par des poètes. Et même si on perd une partie du sens, on est enrichi autrement. Donc, ce n'est même pas besoin d'une traduction, c'est besoin d'une invasion. Moi, j'adore être envahi par la langue des autres. Je ferai une allusion à ce qu'a dit Ferré sur ces langues zapotèques. Alors, je le brancherai dans la connexion, s'il ne l'a pas encore été fait, avec Maria Elena Cruz, qui est une amie qui vit au Mexique, qui est de la région de Oaxaca, avec son cousin, et elle m'avait parlé de cette langue zapotèque. Elle a organisé en 2003 un immense congrès international du Pen Club, où on a eu une soirée entière, une nuit blanche, mais une nuit enrichissante, qui était une nuit de poésie dans au moins 15 langues indiennes du Mexique, parlées au Mexique. C'était fabuleux. Il y avait d'ailleurs le zapotèque, si j'ai bonne mémoire. Et donc je pense qu'il y a des tas de choses de grande qualité qui ont été dites.
j'apprécie beaucoup le défi dont a parlé Linda Maria Barros et l'enrichissement de notre imaginaire dans cette intertextualité, dans l'interlangue. Voilà, merci. Je ne veux pas en dire plus, mais j'ai été beaucoup enrichi parce que j'ai entendu et écouté avec beaucoup de bonheur ce soir. Merci. On est à la veille de clore cette rencontre, mais avant, je vais donner la parole à David qui veut rebondir, je crois. Oui, très très brièvement, juste merci Sylvestre. J'avais noté, mais je ne devais pas développer, que dans la traduction, je crois que, en tout cas quand moi je travaille comme ça, il y a un phénomène de rémanence, de réminiscence, de fascination et de cristallisation. Et que je crois que ça, c'est quelque chose qui est commun, bien en deçà de la question du sens, d'une part. Et d'autre part, juste une précision qui serait plutôt une ouverture, dont on n'a pas du tout parlé, qui est que je crois que la question du genre littéraire est aussi importante. C'est-à-dire que même si ce qu'on vient de dire concerne la traduction littéraire en général, je crois que traduire de la poésie, du roman, un essai ou du théâtre n'est pas exactement non plus le même endroit, le même geste de la part de la traduction. Pour exemple, quand on traduit effectivement du théâtre, la question du récepteur, comme disait Thierry Mény tout à l'heure, n'est pas que celui du lecteur ou du public. Les premiers récepteurs dans un texte de théâtre, ce sont même pas les personnages, ce sont les voix locutives entre elles. Donc la question de la réception et des genres, elle intervient aussi beaucoup dans les pratiques de traduction et leur éventuelle théorisation. Voilà, quelque chose comme ça. C'est tout, je voulais juste préciser ces deux points. Merci beaucoup. Je note, Fulvio, que notre amie Barbara Pogadis est branchée depuis le début. Oui. Elle voyage beaucoup entre les langues. Si elle avait pu nous dire 2 mots, nous en aurions été enrichis, j'en suis sûr. Très bien, Barbara. Vous, si vous souhaitez, il y a aussi des auteurs italiens que je vois, Alfredo Ancora notamment, qui est de Rome. Allez-y, Barbara, à vous, vos réactions. Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir parmi vous. J'étais très contente de vous entendre avec tous les aspects que vous avez mentionnés. Donc, moi-même, je traduis beaucoup, surtout du français, mais aussi vers le français. Et je dois dire que j'ai toujours j'ai eu mon expérience du passage du slovène, donc ma langue maternelle c'est le slovène, donc le passage du slovène vers le français, ça a été pour moi une expérience d'un gouffre qu'il fallait traverser comme on pouvait. Et donc, je dirais que quand j'ai entendu qu'il y a, quelqu'un disait qu'il y a soit la traduction des mots, soit la traduction de la musique, il y a aussi la traduction du sens qui comprend quelque chose comme le théâtre des mots. Donc, quand le collègue David Ferré parlait des genres et que notamment il a mentionné le théâtre. Moi, je pense que tout genre est un théâtre à soi. Donc, il faut d'abord penser à l'esprit donc à l'essence de ce qui veut être dit pour pouvoir arriver à la vraie articulation, c'est-à-dire et même pas seulement, la différence ne se fait pas seulement dans les genres, mais aussi, par exemple, dans un genre, il y a la classification. C'est-à-dire, moi-même, j'ai beaucoup traduit de la poésie. Il y a la poésie qui est traduisible, il y a la poésie qui n'est pas traduisible, et ça ne dépend pas seulement de la musique des mots, ça dépend de l'idée que l'on veut exprimer dans un certain texte. Il y a des textes qui jouent avec les mots, il y a des textes qui jouent avec les idiomes, les sens, qui tentent les bords de la langue. Et comment traduire ça quand un texte lui-même veut aller au bord de la langue, de sa propre langue?
C'est une question immense auquel sont confrontés à la fois les traducteurs et aussi les écrivains, puisqu'il s'agit donc de conjuguer l'histoire supranationale du genre, de se l'approprier et par ce fait de la transformer. Merci, Barbara. Souvent, j'ai senti que pour les Français, l'exploration du bord de la langue, c'était justement la musique des mots, surtout parce que il y a cette tension entre l'écrit et le parler. Alors que dans ma langue, le bord de la langue, ce n'est pas tellement la musique, ce sont plutôt des idiomes, c'est-à-dire les images qui sont sous-entendues dans des expressions idiomatiques. Donc chaque langue a son génie qui est intéressant à réfléchir. Entre images, son, musique, voilà un beau programme d'ailleurs qui est le programme universel et éternel de l'écrivain. Eh bien, avant de conclure, parce qu'on est déjà à 19h24, donc avant de conclure, je vous remercie de l'attention. Je vais donner la parole à notre président, André Spire, tout simplement parce que l'autre jour, vous avez parlé de pépites. Alors, j'ai pris au mot, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Même si elles brillent dans les sables des alluvions, ces pépites valent davantage lorsqu'elles sont ramassées et fondues en lingots pour valoriser, dis-je bien, l'économie littéraire de notre écosystème, parce que la littérature est aussi un écosystème. Et il en a bien besoin. Alors, place à l'orpailleur, mais un orpailleur écologique, place à Antoine Spire pour ses pépites. Non, Fulvio, je ne vais pas donner ces pépites ce soir. C'était seulement parce que je suis très énervé par beaucoup de nos amis qui, quelquefois, disent que la littérature française contemporaine n'a pas de grands créateurs. Et pour ma part, comme j'en lis beaucoup, j'avais seulement fait allusion mardi dernier au fait que la littérature française contemporaine est riche vraiment de choses absolument extraordinaires. Alors, s'il y avait eu le temps, j'aurais parlé du dernier livre de Camille de Toledo, qui est le meilleur livre de l'année, à mon avis, et qui s'appelle le livre de Camille de Toledo. Oui, mais pourquoi il est le meilleur? Il est le meilleur parce que Thésée, sa vie nouvelle, justement, c'est la musique d'un livre de retour sur le passé, de lien avec le passé. Ça montre comment la répétition, c'est le secret de l'innovation. Et donc, c'est le problème de la culture qui est au cœur de ce livre. Et je trouve que c'est un des plus grands romans que j'ai lu cette année, par exemple. Mais j'aurais pu parler aussi du livre de Metin Artiti, qui s'appelle Rachel et les siens, et L'enfant qui mesurait le monde, qui était son livre d'avant, qui sont deux romans absolument extraordinaires, qui, à travers les vicissitudes de protagonistes, au fond, racontent la langue, retracent la langue, et finalement, la douloureuse histoire de la création d'un État à partir de sa langue, et comment sa langue a petit à petit contribué à la naissance de l'État. Je pourrais parler aussi d'Eddie Cadour, par exemple, qui vient de sortir un livre absolument formidable. C'est un livre que j'ai lu il y a 3 nuits, qui est un livre, ça s'appelle La Nuit des orateurs, qui fait allusion à tout notre patrimoine grec ou latin. Et si vous voulez, il a suffi de 3 romans à Eddie Cadour pour s'imposer, me semble-t-il, comme l'un des grands romanciers du XXe siècle. Waltenberg, je ne sais pas si certains de vous ont lu Waltenberg ou Les Prépondérants. Ce sont 2 livres absolument extraordinaires qui ont précédé celui-là. Pourquoi? Parce que entre 1994 et la chute du mur de Berlin en 1991, il arrive à une certaine ampleur de vision du monde, galopant à travers à la fois l'actualité et à travers les traces des espions qui ont dit quelque chose de très particulier du monde dans lequel nous vivons. Et on a l'impression que c'est tout l'univers linguistique qui apparaît à travers ce genre de livre. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. J'en aurais encore 2 ou 3 que j'aurais prévu, mais si on aurait eu plus de temps. Mais je pense que la littérature française contemporaine, elle est riche de tout ça. Et
attention à ceux qui ne lisent pas cette littérature, de ne pas tout de suite la condamner en disant oh, « vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, les grands écrivains sont ceux d'hier ». Non, les grands écrivains, aujourd'hui, il y en a un très grand nombre, et moi qui en lis beaucoup, beaucoup, je peux vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui en France. Merci, merci Antoine pour ces propos. D'ailleurs, il faudra poursuivre à cet égard, puisque c'est aussi notre fonction de valoriser ces pépites que je persiste à appeler comme ça, et pour les permettre d'avoir toute leur puissance. Alors, un dernier mot, Madame Walter, si vous voulez, le mot de conclusion est à vous. Et on va conclure après en vous donnant rendez-vous pour les prochaines rencontres. Madame Walter. Je pense que tous les interlocuteurs ont dit des choses tout à fait intéressantes, chacun dans son style et chacun dans son espèce. Il y a une chose à laquelle je pensais lorsqu'on parlait du théâtre, le fait de dire les choses au théâtre. Je me posais la question de savoir, quand on le dit dans une autre langue, est-ce qu'on change de ton ? Est-ce que pour se mettre dans le personnage de l'autre langue, est-ce qu'on change aussi de style, même du côté de l'intonation, de la façon de parler soi-même? Voilà, c'est une question que je me posais. Donc, je ne termine pas en concluant, mais plutôt en posant une question. C'est la meilleure des conclusions, Madame Walter. Je vous remercie très chaleureusement. Je remercie également les autres panélistes, Linda Maria Barros, David Ferré et Jean Leboel. Je vous remercie de votre attention et je vous convie d'ores et déjà à la semaine prochaine, même heure, même poste, même hyperlien, vous le conservez précieusement et vous appelez vos amis à nous rejoindre à 18h. Donc, la semaine prochaine, nous allons débattre de l'écrivain, acteur de l'éducation populaire et sa place dans l'espace public contemporain avec Thierry Mény, que nous avons entendu tout à l'heure, philosophe, Alexis Lorca, qui est maire adjointe à la culture de la ville de Montreuil et vice-présidente à l'éducation populaire de l'ensemble de l'établissement Est Ensemble, Jean-Philippe Domenc, qui est écrivain, et bien sûr Antoine Spire, qu'on vient d'entendre, qui est intervenu, qui est écrivain et aussi éditeur. Et enfin, Gisèle Sapiro, directrice d'études à l'École d'études en sciences sociales. Je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Je coupe pour tout le monde? Oui, vas-y, merci. Merci. J'ai oublié ma chère Colette qui est à la régie. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup.